Bonjour et bienvenue à votre émission en direct du bureau du maire. Monsieur Demers, bonjour. Bonjour et merci d'être ici. Bien, merci de nous accueillir dans votre bureau. D'abord, je voudrais vous féliciter pour vos élections. Merci. Et je voudrais savoir comment est-ce qu'on se sent au lendemain d'une élection comme ça? Bien, écoutez, il y a beaucoup de fierté. C'est un travail d'équipe. Le résultat, c'est le fruit du travail d'environ 1000 personnes qui ont décidé de faire du bénévolat pour nous aider. C'est aussi une grande responsabilité. Et nous avons l'obligation de résultat. Il ne faut pas d'aucune façon décevoir la population. Et je tiens à dire merci. Merci aux gens qui ont pris le temps d'aller voter. C'est important, c'est précieux et malheureusement, il n'y a pas assez de personnes qui se déplacent pour aller voter. Et c'est quand même, dans le prochain 4 ans, une équipe qui va décider de l'environnement dans lequel l'ensemble des citoyens va évoluer. Alors, c'est important d'aller voter. C'est important. Et comment est-ce que vous avez trouvé la campagne cette année? Parce que vous en étiez à votre deuxième campagne. Est-ce que ça a été plus difficile que la première? Écoutez, j'affronte la campagne en disant, on va parler de nous, de ce qu'on veut faire, de nos idées. Alors, dans ce chapitre-là, je pense qu'on était mieux organisé, plus aguerri, une équipe plus stable, et nous avions un bilan. Notre bilan qui était basé sur une vision, sur une planification qu'on a faite. Alors, dans ce sens-là, on a maintenu le cap, comme on avait fait en 2013. Et je crois que les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est une campagne d'idées. Et on a résisté à la tentation de parler des autres ou de critiquer les autres. Et je pense que c'est ce que les citoyens désirent. Et au lendemain des élections, le lundi matin, c'était quoi? Qu'est-ce que vous aviez justement au programme? Comment est-ce qu'on commence ces nouvelles fonctions? Évidemment, ça s'est terminé au local électoral à 7 heures, vers 1h, 1h30 le matin. Et le lendemain matin, à 6h35, j'étais à des émissions de radio avec Gravel le matin, après ça, la radio anglaise, anglophone, et ainsi de suite. Alors, on recommence de bonne heure le lendemain matin et à midi, on est ici à planifier le déroulement de la semaine. Parce que là, il faut redistribuer les responsabilités au conseil municipal, tant au niveau du comité exécutif, la présidence du conseil municipal, les responsabilités dans les corporations satellites comme la STL et évidemment la CMM, qui est la Communauté métropolitaine de Montréal, qui a beaucoup de responsabilités ou des dossiers que Laval doit prendre charge, et évidemment l'Union des municipalités. Alors, c'est de reconstruire tout ça pour mettre nos élus en action le plus rapidement possible dans ces responsabilités-là pour faire évoluer les dossiers. Parce que c'est du service à la population directement, chacun de ces dossiers-là. C'est ça. Et faire la continuité des dossiers que vous aviez déjà entrepris aussi. Effectivement. Les projets déjà entrepris, comme les Jeux du Québec, comme le centre aquatique et l'ensemble des projets qu'on avait mis sur la table. Et avec notre élection, bien évidemment, c'est un mandat pour poursuivre ces projets-là qui tiennent à cœur à la population. Et Monsieur le maire, vous savez, à Montréal, la mairesse, la nouvelle mairesse, Valérie Plante, qui est la première femme mairesse à Montréal. Et vous, de votre côté, quelle est la place de la femme dans votre comité exécutif? Mais écoutez, il y a 6 rôles plus décisionnels que les autres au niveau du conseil municipal. Il y a le poste de président ou présidente et il y a 5 membres de l'exécutif. Alors, nous, à Laval, le poste de présidente, ce sera toujours Mme Joachim, donc une dame. Il y a 2 autres dames au comité exécutif, Mme Sandra Demel et Virginie Dufault, et de l'autre côté, il y a 3 hommes. Alors, vous avez l'équilibre parfait. 3 femmes, 3 hommes. En parlant de Mme Valérie Plante, j'ai eu une très bonne conversation avec. J'ai parlé aussi avec la mairesse de Longueuil. Et évidemment, on va travailler ensemble. Pour nous, c'est important. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir aussi une
une conversation avec le ministre Coiteux, avec le premier ministre Couillard, et je pense que les relations sont très, très saines et on peut prévoir un avenir de collaboration entre tout ce monde-là. Et donc là, ça, c'est la place de la femme. Et si on parle, parce qu'il y a beaucoup le multiculturalisme à Laval, on a beaucoup, c'est très diversifié. Et il y a une communauté multiculturelle à Laval. Oui. C'est-à-dire, il n'y en a pas encore. Nous allons en former un. C'est un engagement. Et l'objectif est d'assurer le vivre ensemble et de pouvoir développer notre ville dans le respect des différentes communautés et l'implication des communautés. Et nous allons former un comité qui va avoir des représentants de différentes communautés et développer le mieux vivre ensemble et comment être capable d'affronter certains défis, les défis des lieux de culte. Et différents défis que l'immigration nous apporte. Puis, évidemment, les gens issus de l'immigration, il faut se rappeler qu'ils viennent enrichir notre communauté. Ils sont des diplômés universitaires à un niveau plus élevé que l'ensemble du Québec. C'est des entrepreneurs, des gens d'affaires. Et si l'économie lavalloise se porte très, très bien, en général, ils ont un rôle important à jouer dans ce sens-là. Alors, oui, le comité sera là pour arrimer tout ça et être sûr que le tout se développe bien. Et ça, c'est des choses qui vont venir dans les prochains mois? Oui, très rapidement, dans les prochains mois, et nous allons mettre à contribution l'ensemble des communautés ou des représentants des communautés et pouvoir discuter de tous les défis que nous devons assumer ensemble. C'est ça. Donc, il va y avoir des mesures qui vont être prises en compte pour s'assurer que tout le monde y trouve son compte finalement, que tout le monde est bien intégré là-dedans, autant du côté économique que social. Effectivement, parce qu'on recrute les gens pour leur qualification, mais souvent rendus ici, les diplômes ne sont pas reconnus. Alors, on se retrouve avec des gens qui ont des spécialités et qui sont obligés de travailler ailleurs. Il y a dans l'intégration des éléments au niveau, évidemment, du travail. Les jeunes enfants, des fois, qui arrivent ici, qui ne parlent pas français, anglais, l'intégration au milieu scolaire. Alors, les défis sont nombreux et on se rend compte que si on assume bien ces défis-là collectivement, la communauté tout entière sort enrichie et y trouve son avantage. Parfait. Si on parle dans notre segment, dans le rétroviseur, ce qui s'est passé dans les derniers temps, il y a eu l'acquisition de la maison Desjardins qui s'est faite. Pourquoi est-ce que vous vouliez faire cette acquisition-là pour Laval? C'était important? Mais premièrement, c'est un immeuble patrimonial. Ça a été construit possiblement dans les années 1700. Alors, il faut préserver ça pour les générations futures, se rappeler de notre histoire, se rappeler comment Laval a été construit, habité, développé. Alors, sur le plan patrimonial, c'est un bijou. Deuxièmement, c'est un site enchanteur. C'est sur une berge de la rivière des Mille-Îles, dans le Vieux-Sainte-Rose, puis tout ça. Et troisièmement, on a comme projet d'en faire un centre de création artistique. Les artistes? C'est ça. Alors, ça pourrait être un endroit où les artistes pourraient se réunir, se rendre pour développer leur art et la mécanique, le soutien, tout ça, là, ça reste à voir, ça reste à être déterminé. Mais c'est l'objectif que vous en avez. Effectivement. Alors, c'est un bijou pour les générations futures et un centre de création. Et je pense que Laval, la communauté lavalloise, peut être fière. Alors, c'est notre devoir de le préserver. Bon, bien ça, c'est un beau dossier. Un dossier qui est peut-être un petit peu moins agréable à discuter, c'est le dossier avec l'École bleue. Parce que dans les dernières semaines, il y a eu des moyens de pression qui ont été faits ici, devant l'Hôtel de Ville, devant votre maison, le 31 octobre, à l'Halloween. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos-là, l'École bleue?
Écoutez, il y a une négociation qui dure depuis un certain temps. La négociation, on ne veut pas la faire sur la place publique parce que ça ne donne jamais de bons résultats. Les cols bleus ont quitté la table de négociation. On les réinvite à la table de négociation et il y a un médiateur. Alors, on peut bénéficier des services du médiateur. On a accepté de prolonger la période de médiation de part et d'autre. Et je pense que c'est là que ça va se régler. En ce qui a trait à la campagne électorale, c'est sûr que l'exécutif syndical a voulu profiter de la campagne électorale pour mettre plus de pression. Maintenant, moi, je n'ai pas voulu mordre à l'appât. Pour moi, la négociation va se régler sur le gros bon sens. Un équilibre entre les conditions de travail et le service offert à la population, et c'est dans ce sens-là qu'il faut négocier. En ce qui a trait à l'incident face à chez nous, avec mes petits-enfants, avec les enfants le soir de l'Halloween, c'est déplorable. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais c'est l'œuvre d'une quinzaine de personnes, essentiellement du comité exécutif. Je peux vous dire que l'ensemble des cols bleus, moi, le travail qu'ils font en Ville de Laval, j'en suis fier. Puis je désire être fier de nos cols bleus et de leur fournir un environnement de travail qu'eux aussi pourront être heureux et fiers. Alors, c'est dans cette orientation-là qu'on veut négocier et l'invitation est à la table. Je ne voudrais pas que l'image de toute l'école bleue soit ternie par l'incident chez nous. Parfait. Donc, si on parle des dossiers en cours, vous avez donné de l'argent à la maison Mieux-être de Laval parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir la subvention du ministre de la Santé. C'est ça? Mieux-être. Oui, mieux-être. Mieux-être. Maintenant, c'est un organisme qui a fait ses preuves. Les chiffres sont éloquents. Ils ont donné du bon service aux citoyens de Laval, aux jeunes mamans et leurs enfants. Ils ont fait leurs preuves au niveau service. Alors, à ce chapitre-là, c'est un besoin qui est réel. Ils ont donné un service qui est apprécié, qui est professionnel. Et nous sommes une des seules régions qui n'est pas subventionnée par le ministère à ce chapitre-là. Pour moi, c'est inexplicable. Alors, la population lavalloise a le droit au même service que les gens des autres régions. Et je suis convaincu que s'il y a une volonté politique au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, que ça peut se régler. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes intervenus dans le passé avec la correspondance au niveau des élus provinciaux, avec une résolution du conseil municipal, et on appuie l'organisme et on espère qu'il y aura une volonté politique au niveau du gouvernement du Québec pour régler cette problématique-là et que les citoyens de Laval auront droit aux mêmes services sur notre territoire que les citoyens de l'ensemble du Québec. Oui, on le souhaite parce que c'est quelque chose d'important. Ce filet-là que les familles peuvent avoir, c'est toujours très important dans une communauté. Effectivement, et une nouvelle naissance, c'est un nouveau défi. Il n'y a pas énormément d'écoles pour apprendre tout ce qu'une nouvelle maman va vivre, puis un nouveau papa. Puis, ils ont fait leurs preuves pour bien accompagner. Je l'ai visité. La ministre Charbonneau l'avait visité à l'ouverture de la Maison des naissances. Nous étions là ensemble. C'est un appui tangible, c'est-à-dire, oui, le service est nécessaire. Alors, aujourd'hui, je comprends mal que l'argent ne suive pas pour mieux-être. Puis, dans les événements à ne pas manquer dans le prochain mois, jusqu'à notre prochaine émission, est-ce que ce serait le budget? Oui, effectivement. On projette déposer le budget au conseil municipal, vers le 11 décembre. C'est toujours au début de décembre qu'on fait ça, depuis notre élection et même avant. Et évidemment, le budget, il faut comprendre, il y a comme deux chapitres au budget. Il y a le budget d'opération,
qui est le fonctionnement quotidien de la ville, qui assure, si vous voulez, les services, l'entretien des parcs, des terrains de jeu, de nos routes, le déneigement, les usines de filtration d'eau, être sûr que chaque foyer, chaque résidence a de l'eau disponible et la protection des rivières. Ça, c'est le budget d'opération. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle, dans notre jargon, le PTI. C'est une planification triennale d'immobilisation. Et ça, c'est des budgets qui sont destinés à des projets d'immobilisation, comme construire le centre aquatique, comme construire le musée Armand-Frappier, comme assurer les installations sportives sur notre territoire, la mise à niveau pour la tenue des Jeux du Québec et pour bien servir la population, la rénovation de nos arénas. Et il y aura dans ce budget-là des efforts supplémentaires pour mettre à niveau nos rues, qui ont été négligées depuis quelques décennies. Évidemment, nos parcs, nos arénas, et aussi améliorer le déneigement. OK, c'est dans les objectifs. Alors, c'est les objectifs qu'on s'est fixés. Il y aura d'autres nouvelles. Il y a aussi dans le budget, je vous dirais, une majoration de la subvention de maintien à domicile pour les personnes de 65 ans et plus. C'est une majoration qui, en pourcentage, est très importante, c'est 50 et c'est environ 2,7 millions de plus au budget, qui est de l'argent qui est redistribué aux aînés qui souvent sont pris avec le défi d'avoir un revenu stable et que le coût de la vie qui augmente et se situe dans un état de vulnérabilité au niveau financier. Et est-ce que, côté infrastructure, vous avez parlé, est-ce qu'il y a une grosse augmentation du budget par rapport à l'an dernier? Bien, écoutez, on va faire un investissement qui va être à peu près, puis ça reste à être déterminé dans le budget, mais d'environ 40 millions sur juste nos infrastructures routières. OK. Alors, il y a seulement que 30 des rues à Laval qui ont des trottoirs. Les gens nous en demandent souvent et malheureusement, il arrive des accidents. Alors, il faut faire la mise à jour, mais on ne peut pas tout régler les problèmes en dedans d'1 an, 2 ans, 3 ans. C'est plutôt une planification qui va exiger un plan pour, premièrement, le nouveau construit, c'est une chose, mais le vieux construit, rattraper et mettre ça aux normes. Alors, oui, il y aura des investissements d'environ 40 millions dans les prochains 4 ans sur le réseau routier. OK. Puis c'est ça, quand vous y allez comme ça dans les infrastructures, est-ce qu'il y a des choses prioritaires, comme vous parlez là, des trottoirs, c'est pour la sécurité des citoyens? Alors, dans chaque défi, ce qu'on fait, c'est notre équipe d'ingénieurs établit une priorité. Et selon l'ordre de priorité, on travaille dans ce sens-là, un petit peu comme les mesures d'atténuation des problèmes de circulation. C'est un programme qui est sur 3 ans. Alors, pourquoi? Parce que c'est de changer les habitudes de conduite des Lavallois, c'est de réduire le nombre d'accidents et surtout réduire le nombre d'accidents avec blessés. J'ai travaillé 8 ans de temps à ces ambulances, j'allais soigner, ramasser et transporter des blessés. Alors, il y a une sensibilité à ça. Et si on peut réduire le nombre d'accidents avec blessés impliquant nos enfants, évidemment, c'est important. Ouais. D'ailleurs, il y a eu une mesure dernièrement qui a été mise autour des écoles par rapport à ça pour des trottoirs rouges et blancs. Non, bleu et blanc. Bleu et blanc, pardon. Bleu et blanc. Et c'est pour indiquer que vous êtes dans une zone scolaire ou dans une zone de parc. Alors, il est susceptible d'avoir des enfants qui sortent en courant pour chercher un ballon, pour appeler un ami. Alors, l'objectif est simple, c'est de réduire les accidents impliquant les enfants dans ces secteurs-là, parce que bien souvent, les gens ne voient plus les affiches qui disent 30 km/h et les gens l'oublient. Alors, on fait une expérience, on met ça en place, on va évaluer si effectivement ça a une efficacité ou pas. Et si ça a une efficacité, ça va devenir permanent. OK. Donc là, ça serait temporaire pour le moment? Là, on est en train d'évaluer tout ça. OK. C'est un petit projet pilote? C'est un projet, mais c'est un programme qu'on établit sur 3 ans. OK. OK, parfait. Et il y a aussi la piste cyclable qui est apparue dans les derniers mois.
Et ça, est-ce que vous parlez d'une gestion de changement au niveau des citoyens? Parce qu'effectivement, oui, les gens demandent de plus en plus de pistes cyclables, sauf que c'est sûr qu'il y a des impacts collatéraux à ça, c'est que ça fait peut-être moins de... Ça a un impact là, sur le trafic routier. Ouais. Fait que, comment est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à Mais ça? premièrement, une piste cyclable, ça peut devenir un moyen de transport intéressant. Ça fait la promotion des saines habitudes de vie et ça peut aider au problème de réduire la pollution. Alors, le vélo doit être un prolongement du transport en commun, du transport de l'automobile, puis tout ça. Alors, il faut changer nos habitudes, il faut apprendre à cohabiter. Et quand on regarde, à titre d'exemple, dans certaines villes où les vélos se promènent entre les voitures, dans la circulation, puis tout, alors, il y a une certaine structure à être mise. Ceci étant dit, on sait qu'on change des habitudes. Tu fais des années que tu passes ce boulevard-là, tu as l'habitude de tourner à droite, puis là, whoop, il apparaît de la peinture, des bollards qui changent tes habitudes. Alors, il faut donner du temps à la population, y aller tranquillement, donner le plus d'informations possible et réduire le risque d'accident et réduire ça. Alors, les objectifs sont à long terme. Et de changer les habitudes. Laval ne sera plus une ville construite pour l'automobile uniquement. Ce sera pour l'automobile, pour le transport en commun et le vélo. Et c'est dans cette perspective-là qu'on fait ça. Et il y aura de plus en plus de pistes cyclables à Ville de Laval dans tous les nouveaux projets, les nouvelles constructions majeures. Il y aura une partie réservée. Là, on travaille sur le vieux bâti. Et oui, avec des bollards et de la peinture, on peut réserver des espaces pour les vélos. Et tout le monde va s'en sortir gagnant. Si on ne fait pas de piste cyclable, il y a des gens qui vont se promener à vélo. Et là, ça ne sera pas trop structuré. Ça sera entre les voitures et plus dangereux. C'est ça, mais c'est un enjeu qui se vit pas seulement à Laval, là. Toutes les villes qui essaient justement de mettre plus de pistes cyclables ont ce même enjeu-là. Et plusieurs pays nordiques, les pays scandinaves, le vélo a pris une ampleur, un espace insoupçonné. Et c'est des saines habitudes de vie. Et moi, je projette, pour encourager les gens de ma génération, de faire l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Alors, oui, donner l'exemple, et peu importe l'âge, tu peux prendre un vélo. Ça ne se perd pas, le vélo. OK. Peut-être que la Ville donnera des subventions pour les vélos électriques éventuellement. Bien, peut-être pour favoriser les installations et encourager les employeurs aussi à favoriser le vélo, le transport par vélo. C'est vraiment un changement là, de Effectivement. Je peux vous dire, j'ai des employés, j'ai notamment un ingénieur qui voyage en vélo 365 jours par année. Ah oui, oui. Alors, il vient au travail, puis il a son vélo, puis je suis toujours un petit peu embarrassé de dire on devrait avoir plus de facilité pour lui permettre soit de prendre sa douche des casiers ou de placer son vélo dans un endroit sécuritaire. Et je pense qu'il faut aller vers ça, d'une vision à long terme. Il faut faire des pas, en tout cas. Certains, il faut y aller à petits pas et les pistes cyclables, c'en est un bon. Et je voulais savoir aussi par rapport justement aux ajustements, parce que là, il y a ces pistes cyclables-là, mais j'imagine que selon les commentaires que vous allez avoir aussi, il va peut-être y avoir certains ajustements qui vont se faire. Oui. Évidemment, dans tout ce qu'on a fait, on consulte beaucoup la population. Dans les grandes villes, je vous dirais, nous sommes probablement la grande ville qui consulte le plus la population. Évidemment, on ne peut pas, à chaque décision, dire on va consulter la population. Il n'y aura pas de décision qui se prendrait et ce serait de ralentir l'évolution de Ville de Laval. Mais à chaque fois qu'on juge à propos, et on tient compte des commentaires de la population. Alors, des fois, un changement serait bénéfique, mais il faut donner le temps de le digérer, il faut donner le temps de l'assimiler. Alors, il faut ralentir notre rythme des changements pour permettre à la population. Et je comprends aussi les pistes cyclables pour les personnes plus âgées,
c'est menaçant, dans le sens qu'il faut changer les habitudes et puis on n'a pas été nécessairement grandi dans cet environnement-là. Alors, il faut que nous, on respecte le rythme des gens à s'habituer à ces changements-là. Mais ça fait avancer les choses, puis on y va à Effectivement. petits pas. Moi, je crois beaucoup à cette théorie-là des petits pas. Et pour terminer, Monsieur le maire, je voulais savoir votre coup de cœur. Votre coup de cœur du mois, qu'est-ce qui vous a procuré beaucoup d'émotions? Alors, évidemment, la campagne électorale, l'issue, mais je vous dirais, mon coup de cœur, c'est... moi, je suis grand-papa 6 fois. Mes petits-enfants, la plus vieille a 10 ans, les autres, c'est plus jeune, et ils ont accepté de venir au local électoral et de vivre ça. Et j'ai même une de mes petites filles qui avait la veille assisté à la partie de hockey, le Rocket, qui le lendemain me dit, elle dit, tu sais, grand-papa, la campagne électorale, c'est aussi excitant que le Rocket de Laval. Alors, et des voir là sur scène, des voir dans le local, de vivre la soirée, pour moi, ça a été réellement un grand moment. Et ils ont accepté de m'accompagner sur scène. Et ça, c'est... Pour eux, c'était un effort. Et dans tout le brouhaha, dans toute l'émotion qu'ils vivaient ce soir-là, alors pour moi, c'est mon coup de cœur. C'est un excellent coup de cœur. C'est le plus beau des coups de cœur. D'être appuyé par sa famille comme ça et de vivre tout ça en famille, c'est un beau coup de cœur. Merci beaucoup, M. Demers. Merci beaucoup à vous, puis merci aux auditeurs, puis à tous les citoyens qui ont pris le temps d'aller voter. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été avec nous pour votre émission en direct du bureau du maire. On se donne rendez-vous le mois prochain. C'était Caroline Lessard pour TV Laval.